Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Guyane, apparenté La République En Marche, nous y reviendrons. Est-ce grâce à vous que la Guyane va pouvoir enfin sortir des zones blanches en termes Alors, de communication? moi je suis convaincu qu'il faut traiter la Guyane au même titre que l'Hexagone. Et lorsqu'il y a eu la déclaration du gouvernement pour annoncer qu'il n'y aurait plus de zone blanche en 2019, j'ai protesté. Parce que j'ai fait une les Outre-mer intervention. étaient exclus. Exclu. Et c'est vous qui avez dit, attention... Voilà. On ne peut pas nous traiter différemment et j'ai même employé le terme du cordonnier le plus mal chaussé puisque chaque mois les satellites partent de Guyane avec les fusées Ariane et vont s'installer dans l'univers pour pouvoir arroser le monde entier et permettre que le numérique fonctionne mieux. Ce n'est pas le cas de la Guyane. Nous avons des zones blanches à quelques kilomètres d'ici du reste. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous assurer que la Guyane et les Outre-mer en général ne seront pas séparés du plan de rattrapage en termes de recouvrement numérique. C'est la réponse du ministre, M. Parce Mézard. qu'il a beaucoup parlé d'Internet fixe. D'Internet à chaque fixe. fois, il insistait sur fixe, Internet fixe, mais Voilà. pas tellement des mobiles. Sauf que la vigilance et le combat, tout cela sera nécessaire pour exiger du gouvernement qu'il respecte les engagements qu'il a pris. En séance plénière aux questions d'actualité du Sénat, à la fin de son intervention, il a annoncé que la Guyane bénéficierait aussi d'une couverture numérique et de téléphonie mobile au même titre que la France hexagonale. On va venir à votre actualité qui est riche parce que vous prenez souvent la parole, mais revenons rapidement aux accords de Guyane. Vous avez déclaré « Nous contrôlons et garantissons la concrétisation de cet accord ». Où en est-on presque un an après cette phase historique? Le gouvernement s'est engagé sur les 30 points à hauteur d'1,89 milliard. Sur les 2 milliards, il n'y a pas encore eu d'engagement et de décision prise, puisqu'il s'agit d'une négociation. Mais tout le monde le savait. Ça serait de l'hypocrisie de faire croire qu'au moment où nous avons signé l'accord à la veille des élections présidentielles, que les 2 milliards étaient actés. Donc ça veut dire que c'est la deuxième phase des négociations. Ils sont nécessaires pour désenclaver le territoire, pour aménager le territoire, pour construire des équipements structurants sur le plan de la santé, sur le plan à tous les niveaux. Il faut ces 2 milliards. Alors, le milliard d'urgence a été engagé. Un an après, tous les voyants sont au rouge. On a l'impression que rien n'a changé. Alors là, ce sont les procédures. Ce sont les procédures. Je veux dire, tous les voyants, éducation, santé, économie, sociale. Alors, sur le plan des équipements, il faut lancer les appels d'offres, il faut faire les études. C'est important ce que vous dites par rapport à nos Voilà, il faut du temps. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on construit un lycée ou qu'on construit un collège. Sur la question de l'insécurité, vous entendez comme moi les interventions de ceux qui en ont la responsabilité, l'État, qui annonce que les chiffres seraient plus favorables aujourd'hui sur la question de l'insécurité, sauf ce qui compte dans l'esprit et dans l'opinion publique, c'est le sentiment d'insécurité. Et à partir du moment où il y a un drame quelque part, quand bien même que 6 mois avant il n'y a rien eu, ça crée une émotion et ça peut se comprendre. Vous êtes confiant? Je suis toujours confiant parce que si on n'est pas confiant, si on est désespéré, autant tout arrêter et puis laisser la rue prendre le relais une fois pour toutes. Or, moi je suis un adepte de la démocratie représentative. Je suis un adepte de la démocratie participative, mais il y a toujours des risques lorsqu'on rentre dans la démocratie directe. Les États généraux, ils font un flop objectif sur Internet en termes de réunions publiques pour vous? Moi, je ne partage pas ce pessimisme. Je vous rappelle. Non, mais attendez, je vous rappelle qu'en 1997, lorsqu'il y a eu les premiers États généraux qui ont débouché sur le pacte de développement, ça n'avait pas mobilisé beaucoup de monde. Quoi qu'on fasse, vous savez qu'aujourd'hui on est dans le monde du WhatsApp et d'Internet et du numérique, quoi qu'on fasse, la population ne viendra pas. Que vous fassiez les États généraux à 6 h du matin, à 10 h du matin, à 15 h, à 20 h, ou pas un samedi ou un dimanche, il n'y aura jamais beaucoup de gens qui se sentiront concernés. L'essentiel, c'est que ça se fasse et que les rapports qui sortiront des discussions qui se déroulent en ce moment puissent être des rapports dont le contenu sera pris en compte par la population guyanaise dans son ensemble. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Vous n'aurez jamais 10 000, 15 000, 30 000 personnes qui se mobiliseront comme celles qui sont descendues dans la rue le 28 mars. Vous dites, l'autonomie, c'est le combat qui prévaut. Vous pensez qu'à l'issue des États généraux, il y aura cette demande d'autonomie plus grande, qu'elle est nécessaire? Pour moi, elle est nécessaire. Tout le monde constate que l'Assemblée, la collectivité territoriale, dans une configuration institutionnelle de l'article 73 de la Constitution dans le droit commun,
n'avance pas, avance en tous les cas avec beaucoup de difficultés. Moi, je crois au transfert de compétences. Au transfert de compétences, comme vous l'avez vu en Corse, comme vous l'avez vu dans certains territoires d'outre-mer où il y a des compétences. Alors, compétences partagées, compétences uniques, compétences laissées à l'État, ce qu'on appelle le pouvoir régalien de l'État. Mais si on laisse faire, ne serait-ce que sur la question de l'immigration, tiens, la question de la démographie, c'est un vrai sujet. Certains maires vont même jusqu'à faire le buzz en réclamant justement qu'on touche à la natalité. C'est un vrai sujet. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi vérifier que les compétences? Sauf que dans le droit commun, c'est mission impossible. Dans 50 ans, si nous sommes dans le droit commun, on continuera à protester, à réclamer, à revendiquer, et on ne va pas s'en sortir. Projet Montagne d'Or, sénateur, votre position? Alors ma position est toujours... Faites pas comme tout le monde. Non, j'attends. Eh bien justement, je suis au risque de vous décevoir. Je veux pas que la Guyane soit sous cloche. Alors, je ne veux pas que la Guyane soit sous cloche, mais moi, je veux qu'on ait des discussions de fond avec... Mais votre sentiment, vous en avez un, monsieur le sénateur? Non, parce qu'on sait toujours... Vous savez que je suis le premier à avoir ouvert les portes d'une multinationale en 1994, la Golden Star. Sauf que la question de la fiscalité n'étant pas au rendez-vous et des retombées sur notre territoire, on a tout arrêté. Si il n'y a pas une discussion de fond, savoir ce que ça va rapporter à la Guyane, sinon des miettes, ça ne m'intéresse pas. Mais si nous sommes sûrs que non seulement il y aura de l'emploi, mais des retombées économiques et une fiscalité propre à nos collectivités qui vont, où va se dérouler cette opération, je suis d'accord. Donc pour l'instant, laissons le temps du débat public. Il n'y a pas d'urgence. La Guyane, je le dis toujours, c'est la belle au bois dormant. Ça fait des siècles que son or et sa potentialité est dans son sous-sol. Il faut qu'une fois pour toutes, que les multinationales, lorsqu'elles viennent en Guyane, ne laissent pas des miettes au territoire. La question de l'environnement, c'est une question fondamentale. Si on a la garantie que tout sera reboisé, que tout sera replanté et tout, pourquoi pas? Pour l'instant, j'attends toujours de voir, parce qu'il faut qu'il y ait des discussions de fond avec les multinationales. Pourquoi le rapprochement avec la République En Marche? Puisque vous êtes apparenté République En Marche? Parce que... Je signale à nos téléspectateurs que vous aviez produit un dossier conséquent sur votre... Tout cela pour vous dire, je ne suis pas encarté à la République En Marche. Je suis apparenté parce que la République En Marche au Sénat, qui est un groupe minoritaire dans l'opposition, 21 personnes, me permet de m'exprimer librement sur tous les sujets. J'ai pu m'exprimer 10 fois plus en 6 mois qu'en 3 ans lorsque j'étais apparenté au groupe socialiste. 2 dernières questions rapides, monsieur le sénateur. Le format d'émission est court. La candidature de Mme Mazia? Le secrétaire général du PSG, Parti socialiste guyane aura l'occasion de s'exprimer sur cette candidature que j'ai appris comme vous dans la presse. Mais vous savez, moi je suis un footballeur, je joue collectif et je n'ai jamais aimé les comportements individualistes. Alors le Parti socialiste guyanais s'exprimera dans les heures qui viennent sur cette candidature individuelle. Dernière question, c'est votre dernier mandat de politique? C'est mon dernier mandat. Vous savez qu'en 2020, ça me fera 43 ans de mandat politique. J'ai la même longévité politique, pas le même âge que mon ami Pierre Désert. Nous sommes arrivés aux affaires électorales en 1977. Je l'ai déclaré publiquement, je ne me représenterai pas aux élections sénatoriales en 2020. Ça donnera le temps à des générations nouvelles de se préparer et de prendre leur part dans la responsabilité qui leur incombe. Monsieur le sénateur, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.